Nous poursuivons notre journée sur patrimoine et transition en accueillant Gilles de Beaulieu. Alors Gilles, tu travailles au ministère de la Transition écologique, à la Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature, la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, C'est ça. au bureau des paysages, et tu es Bravo. chargé de mission paysage. Voilà, et du coup, évidemment, tu as une vision très globale de la question, ce qui est évidemment très intéressant pour nous. Et je pense que tu vas évoquer notamment les intérêts et peut-être les limites aussi actuelles de la prise en compte du patrimoine dans les projets, ce qui va nous permettre, j'espère, de progresser. À toi la parole. Eh bien, merci Bertrand pour cette invitation, effectivement, qui permet un peu de réfléchir, et je crois qu'il y en a besoin sur cette question et cet enjeu de la transition, qui est quand même un enjeu extrêmement important. Je vais juste rajouter une chose, c'est que je suis en fait en charge de deux pôles. C'est pas tout à fait neutre. Le premier, c'est l'intégration des politiques sectorielles, des politiques du paysage, pardon, dans les politiques sectorielles de l'État, qui est un peu la fabrique, on va dire, au niveau national, qui a beaucoup d'incidences en termes réglementaires, évidemment, et dans la définition des politiques. Et le deuxième, c'est un peu la caractéristique du poste que j'occupe, c'est un peu le grand écart, c'est l'accompagnement des plans de paysage qui sont des projets de territoire. Et l'intérêt, c'est d'avoir justement les deux plans, c'est-à-dire à la fois l'échelon national et une entrée qui est totalement territoriale. Donc on pourrait dire que c'est presque un peu une forme de schizophrénie parfois, mais c'est un des enjeux, je pense, de cette journée que de réfléchir à la façon de soigner cette maladie qui, j'espère, en matière de paysage, n'est pas incurable. Voilà. Donc, du coup, mon intervention, c'est prendre en compte le patrimoine pourquoi, comment. Donc, c'est volontairement relativement prosaïque, effectivement. Et j'ai souhaité partir, en fait, de la vie professionnelle relativement concrète, c'est-à-dire, en gros, des études d'impact que nous sommes amenés à traiter en ce qui me concerne dans un cadre particulier qui est celui des recours, mais dans lequel les questions de patrimoine sont régulièrement évoquées à l'appui des décisions préfectorales et qui alimentent évidemment des débats tout à fait vifs. Et donc, dans un premier temps, c'était ce cadre-là que je souhaitais évoquer pour ensuite, évidemment, l'élargir, puisque je pense qu'il ne peut pas rester simplement sur l'étude d'impact et le cas par cas. Mais néanmoins, on ne peut pas évacuer la question non plus. Donc, pourquoi prendre en compte le patrimoine? La question se pose effectivement, et je pense qu'il est important de reposer la question clairement, de savoir de quoi on parle, puisque le contexte de ces études d'impact que j'évoquais à l'instant, c'est quand même avant tout un contexte et une entrée qui est relativement réglementaire, c'est-à-dire qu'on a un système qui est un système finalement de monument-objet. Alors ce système, il est un peu issu de la loi, et c'est pour ça que mon premier item, c'est le patrimoine est-il un monument-objet? Du point de vue réglementaire, oui, puisque on est dans une approche qui est une approche d'inventaire. Donc c'est bien un inventaire de collection qui d'ailleurs est issu quand même, le ministère de la Culture n'est pas là, mais peut-être me contredirait-il, mais d'une logique qui est une logique très muséale et qui était nécessaire puisqu'il faut bien identifier les objets pour les protéger. Donc là-dessus il n'y a pas d'ambiguïté et donc évidemment Malraux a été un des grands promoteurs. Et d'autre part, évidemment, ça se traduit sur le plan réglementaire par des protections qui se traduisent essentiellement par une identification de l'objet protégé, mais aussi un zonage qui est défini comme un périmètre. Donc ça veut dire qu'on a une entrée qui est une entrée très particulière, et il faut vraiment en être conscient, qui est une entrée quand même, donc d'un objet situé dans un plan, dans un périmètre. Donc c'est quand même une évidemment limite tout à fait importante par rapport à la question du projet. C'est un outil efficace pour la protection, il a été conçu pour ça, mais aujourd'hui on l'utilise autrement. Donc ce qui peut expliquer évidemment qu'il y ait des tensions entre les notions aujourd'hui. Le patrimoine est-il une image? Deuxième question, puisqu'il y a la question des églises, des châteaux, mais il y a aussi la question des sites classés et plus largement de l'idée qu'on peut se faire du paysage. Donc là encore, il faut bien recadrer les choses, c'est-à-dire que le classement, c'est la loi 1930, c'est quand même le critère du pittoresque, qui est une entrée là encore très particulière.
qui trouve ses origines dans les mouvements pictoraux français notamment, et qui vraiment est intimement lié en plus à l'essor du tourisme. C'est-à-dire qu'il s'agissait effectivement de promouvoir à la base des destinations touristiques avec une utilisation de l'image qui était tout à fait centrale, et un symbole de ça que tout le monde connaît, enfin tout le monde non, les plus vieux connaissent. Dans les trains, vous aviez toujours, dans les anciennes générations, les photos des châteaux, des paysages. Mais je crois que ça résume parfaitement ça. Alors dans la salle, vous ne pouvez pas voir, mais la génération la plus ancienne, si j'ose dire, auquel j'appartiens, manifeste ses souvenirs. Les autres, un peu moins. Néanmoins, effectivement, on est bien dans cette image-là qui est la promotion de la belle photographie, la belle image, avec donc une entrée, là encore, patrimoniale, qui est tout à fait singulière et particulière, et qui parfois a du mal, là aussi, à rentrer dans le cadre de politiques et d'enjeux qui ont considérablement évolué. Donc voilà, ce cadre étant posé, il faut être conscient effectivement de ces limites. C'est extrêmement important parce que je pense que une partie du conflit qui peut opposer patrimoine et modernité, entre guillemets, appliqué à la transition énergétique notamment, s'explique par ce contexte historique. Du coup, évidemment, ce contexte, il a des incidences dans l'instruction, puisque je reprends donc le fil de mon intervention, qui est un peu axé pour le moment sur cette question, évidemment, des études d'impact. Et dans l'instruction, le monument-objet et le zonage se traduit par un principe qui est un principe relativement souverain aujourd'hui, qui est le principe de co-visibilité, et qui pose une question qui est de savoir si l'infrastructure, la plupart du temps les éoliennes, sont visibles ou pas visibles depuis le monument. Avec évidemment immédiatement derrière cette première question une discussion qui va être complètement focalisée sur la question de prégnance, c'est-à-dire qu'il va falloir arriver à évaluer à un moment si cette co-visibilité a une incidence positive ou négative sur le monument en question, et si finalement le projet est acceptable ou n'est pas acceptable. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cette notion de prégnance? En fait, la notion de prégnance, finalement, est une appréciation qui est étrangement axée sur la notion de distance entre le projet et l'objet considéré. Ce qui, là encore, évidemment, est tout à fait... Alors, ça découle aussi de cette notion de périmètre de protection que j'évoquais tout à l'heure, qui était de 500 mètres. Alors, aujourd'hui, avec des objets, évidemment, de grande échelle, 500 mètres, c'est rien. Mais on reste quand même, il faut en être conscient, dans cette logique, en fait, qui dit simplement qu'au-delà d'une certaine distance, finalement, le problème n'existe pas. Et elle est basée également, alors sur une approche objective entre beaucoup de guillemets, évidemment, qui est une approche qui privilégie l'entrée en plan. Alors, la question de l'objectivité, en fait, c'est la question d'un espace en 2 dimensions et non pas en 3 dimensions, qui limite considérablement, là encore, la qualité du raisonnement qu'il faudrait appliquer pour prendre en compte véritablement ces questions de patrimoine. Ce n'est pas neutre, puisque évidemment les réglementations à la base ont été conçues pour pouvoir se transposer dans des documents d'urbanisme. Donc cette notion de dimension de 2D, elle est la conséquence directe d'une mesure qui est une mesure de transposition, donc encore une fois dans de la planification, et qui reste donc très axée sur la question du zonage. Donc voilà, un cadre intellectuel. Alors, très particulier. Alors, si on confronte ça finalement, notre vision contemporaine, avec le regard peut-être de l'homme, alors là j'ai choisi l'homme de la Renaissance parce qu'il y a quand même un exemple qui est tout à fait intéressant, qui est donc, je ne l'ai pas mentionné dans mon PowerPoint, Jacques Androuet du Cerceau, éminent architecte de la Renaissance, et beaucoup plus d'ailleurs, comme l'esprit de la Renaissance, on est sur une approche très générale et pas sectorielle, et il a publié un ouvrage tout à fait passionnant dont je recommande la lecture, en tout cas comme c'est principalement des planches tout à fait faciles à lire, mais le texte aussi d'ailleurs, parce qu'il y a une approche paysagère globale qui est les plus excellents bâtiments de France.
Et dans ces plus excellents bâtiments de France, donc le propos de l'ouvrage était de faire des représentations des monuments les plus emblématiques du pays, qui étaient des monuments contemporains. Là, c'était pas du tout à l'époque une vision patrimoniale. Ces monuments sont compris dans leur contexte, c'est-à-dire qu'il s'agissait de promouvoir vraiment toute la politique d'aménagement du territoire au-delà du simple château, avec la qualité architecturale. Donc les deux planches que je vous présente ici sont pour la planche de gauche un plan du château de Dampierre en Yvelines, qui est tout proche de Versailles, et dont le parc est quasiment intégralement conservé. Le château a évolué beaucoup puisqu'il a été reconstruit au XVIIe siècle, mais par contre tous les tracés généraux du parc sont visibles. C'est très intéressant et je recommande d'ailleurs fortement la visite de ce lieu. Donc vous voyez notamment sur la planche de gauche, je ne sais pas si quand je bouge le curseur on le voit sur l'écran, vous voyez, en tout cas vous allez identifier facilement un grand carré en île qui est ce grand rectangle qui est représenté. Je ne sais pas si tu vois, Mégane. Voilà. Donc, qui est un rectangle parfait, qui est entouré de canaux. Et vous avez sur la planche de droite une vue cavalière qui vous représente donc le même rectangle parfaitement dessiné. Or, ce qui est intéressant, c'est que quand on compare à la réalité du plan que vous avez, alors le petit plan, c'est le plan que je vous ai mis dans la slide à droite, qui est extrait tout simplement du dépliant du château, vous voyez la réalité physique de ce rectangle. Ce rectangle, il est tout sauf rectangle, il a une forme qui est complètement tronquée. Et c'est intéressant parce qu'en fait, l'homme de la Renaissance, le plan, n'a pas la valeur qu'on lui accorde aujourd'hui, qui est une valeur récente. Et il faut en être absolument conscient. Le plan représente ce que l'on voit. Donc, c'est-à-dire qu'il représente la notion subjective des choses et il ne représente pas une vision objective. Donc la culture de l'ingénieur s'applique assez difficilement à la notion patrimoniale et je crois que c'est un élément qui est pas suffisamment pris en compte dans les réflexions qu'on peut avoir de manière générale sur le patrimoine. Et d'ailleurs, quand on est sur place, si ceux qui pourront s'y rendre, vous verrez que vous ne voyez pas une forme complètement tarabiscotée comme celle-là. Vous voyez bien effectivement un rectangle parfait parce que simplement les distances entre les angles ont été calculées de telle sorte qu'on ne puisse jamais voir deux angles à la fois et que donc on fait une reconstitution d'une image mentale régulière. Voilà. Et c'est toute la magie en fait de cette conception du territoire, de ce patrimoine, c'est d'avoir ce talent de jouer sur les perceptions, qui est évidemment le fond de commerce, je dirais, de tout concepteur. Donc il est vraiment important d'avoir conscience que les outils, la réglementation et les outils qui sont utilisés dans l'instruction ne sont pas forcément complètement adaptés à une prise en compte intelligente du patrimoine. Donc je crois qu'il y a toute une redécouverte des fonctionnements des choses qui est à faire, qui est tout à fait fondamentale. Alors, d'autre part, j'ai mis un autre exemple avec un horrible croquis. Je peux le qualifier d'horrible puisque c'est moi-même qui l'ai fait, puisqu'on m'avait demandé de traiter un recours qui est le croquis de Richelieu. Alors, Richelieu, qui est un endroit tout à fait exceptionnel, donc j'ai été saisi de ce dossier dans le cadre d'un recours. Donc vous avez sur la droite de la photo, alors j'ai dû prendre une photo très large qui est issue de l'étude d'impact, hein. Vous avez le parc et le château et la ville de Richelieu et vous avez au niveau du grand arc de cercle bleu sur la gauche l'emplacement d'un projet éolien sur lequel on nous avait demandé de se prononcer dans le cadre d'un recours qui n'a pas abouti. Le projet est donc réalisé aujourd'hui. Et ce qui était intéressant, c'est que on a, à travers cet exemple, à peu près tous les travers de l'instruction patrimoniale que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire un parc qui est conçu comme un secteur, un zonage, un objet qui n'entretient pas de relation avec son environnement. Or, Richelieu est quand même, rappelons-le, à peu près l'acte de naissance de toute la pensée d'aménagement du territoire au XVIIe siècle, donc un élément du patrimoine absolument prestigieux, et dans lequel le château, la ville et toute l'organisation du territoire sont conçus comme un élément de valorisation de l'ensemble du territoire. Donc on est exactement dans l'antipode absolu d'un objet qui serait posé nulle part et qui se traduit en ce qui concerne ce projet par une organisation spatiale tout à fait particulière. En fait, on est dans une vallée,
même si elle est peu marquée. Le château a une grande perspective, et cette perspective, alors le château est disparu, mais il reste quand même des éléments de cadrage qui font que toute l'organisation de l'espace est construite sur un enchaînement d'échelles qui assure à l'ensemble une homogénéité des proportions absolument magnifique. Et il se trouve que ce projet éolien est en plein dans l'axe perspective du parc. Voilà. Donc la covisibilité est moyenne, puisqu'aujourd'hui il y a des arbres qui ont poussé mais qui n'existaient pas, donc effectivement qui ont coupé le parc de son territoire. Donc l'argument invoqué finalement était peu efficace devant les juridictions, alors que si on avait eu une analyse spatiale de ce territoire et que si on avait pu justement montrer que ce territoire et que ce château, ce parc et ce territoire sont un continuum tout à fait extraordinaire, je pense que la solution aurait été, l'approche du dossier aurait été tout à fait différente, et ce projet éolien aurait pu être mis dans le territoire, n'importe où ailleurs, mais c'était l'endroit le pire. Voilà. Donc, il est bien évident que quand on arrive à des erreurs pareilles, parce que c'est une erreur tragique, et en plus Richelieu est quand même un élément touristique majeur de ce territoire, donc c'est un petit peu dommage de l'affaiblir, eh bien, on aurait pu éviter ça. Voilà. Donc, une compréhension globale du patrimoine, resituée comme un élément central de l'aménagement du territoire, et qui organise un espace. Eh bien déjà, je pense qu'on arriverait à éviter beaucoup de conflits en fait inutiles, et parce que je crois que du côté de Richelieu, il ne faudrait pas leur parler beaucoup de ce projet. Je crois qu'on a eu des interventions du préfet qui montraient bien effectivement quel était l'impact que ce projet a eu, et à chaque fois qu'on commet ce genre d'erreur, eh bien on crée un conflit et on crée un rejet de la transition énergétique. Donc c'est tout à fait important de repenser le cadre intellectuel de prise en compte du patrimoine dans le cas par cas. Du coup, comment prendre en compte le patrimoine? Eh bien, cette objectivité, je pense qu'il faut la repenser, et il faut clairement poser la question en termes de perception, essayer de se mettre un petit peu dans la peau de nos ancêtres pour comprendre quelles étaient leurs intentions, parce que ce sont leurs intentions qui, évidemment, sont prédominantes dans une instruction intelligente. Le principe de covisibilité, eh bien, on l'a vu, il est totalement insuffisant, et il faut se poser la question de la compatibilité, et on a des endroits où c'est possible. C'est pas parce qu'on voit les choses ou qu'on ne les voit pas qu'on peut faire ou ne pas faire. C'est simplement parce qu'il y a des éléments, des endroits où il y a une sensibilité particulière, d'autres où la sensibilité est moindre, et on a tout un gradient qui est possible, et il faut utiliser évidemment ce gradient, encore une fois, pour une instruction intelligence. Et puis le critère de prégnance, c'est prégnance, il vaut mieux justement évaluer l'impact, c'est-à-dire que la question de savoir si on est loin ou proche n'a que peu d'effet. Quand on est dans une perspective, on peut être loin et l'impact est gigantesque, mais on peut être aussi beaucoup plus proche, donc c'est un impact majeur. Tout dépend évidemment de l'organisation spatiale. Donc voilà, je pense que sur déjà ce qui peut paraître un point de détail, mais qui alimente aujourd'hui un débat très conflictuel, je pense qu'il y a des marges de manœuvre qualitatives à faire dans la prise en compte intelligente du patrimoine, et pour arriver à avoir une vision quand même plus équilibrée des projets et une meilleure intégration, une meilleure acceptabilité des projets, puisque c'est ça l'enjeu finalement. Néanmoins, cette approche, alors je l'ai mis peut-être en petit en dessous, mais reste encore une approche qui est tout à fait défensive, qui est nécessaire et intéressante, mais qui n'est pas absolument pas suffisante par rapport aux enjeux de la transition et de ce que peut nous dire et nous apprendre une véritable approche patrimoniale. Alors, comme je le disais, je pense qu'on est très influencé dans tout ça par l'approche pittoresque. Donc, je vous ai choisi, là encore, puisqu'il s'agit de patrimoine, replongeons-nous, alors non pas dans la peau d'un homme de la Renaissance du XVIe siècle, mais dans la peau d'un distingué anglais de la fin du XVIIIe siècle, mais pas le moindre, puisqu'il s'agit d'Humphrey Repton, quand même, qui est un peu le père spirituel de la profession, puisque dans ses hauts faits d'armes, il a quand même inventé le terme de landscape gardener. Et il se trouve que Humphrey Repton a révolutionné l'art du jardin pour arriver à la dimension territoriale.
dans tous ces projets qu'il a conduits donc dans l'Angleterre de la fin du XVIIIe siècle. Alors, je vous ai mis un exemple de son travail. Vous avez en haut l'état avant, c'était un génial publiciste, donc il faisait des avant-après, il savait très bien, il avait tout compris au marketing. Et vous avez l'état en dessous, l'état transformé. Donc, alors, au-delà de l'image, et c'est ça qui est intéressant dans Humphrey Repton, il y a évidemment une beauté formelle qui est extrêmement grande. Et il y a de fortes chances, d'ailleurs, que si vous voyez une image de la campagne anglaise idéale, c'est un travail d'Humphrey Repton, qui est complètement redessiné, bien sûr. Mais ça n'est pas que dessiné, et c'est ça qui fait l'intérêt de sa démarche, c'est que on a tous les principes de l'économie rurale qui sont intégrés dans ces projets. Et vous pouvez voir d'ailleurs dans l'image du bas, vous avez les vaches, vous avez l'eau, vous avez la prairie, vous avez la forêt. Et en fait, tous les principes de l'agronomie sont intégrés et dessinés dans ces territoires. Et c'est vraiment une fonctionnalité esthétique et économique qui repose sur une connaissance d'ingénierie extrêmement fine. Un des reproches ou des moqueries qu'Humphrey Repton faisait aux tenants justement de l'approche pittoresque qui dessinait, en fait, les Anglais à l'époque revenaient, enfin, les Anglais, l'aristocratie anglaise fortunée revenait d'Italie avec des tableaux de Ruysdael qui faisaient des paysages et puis voulaient avoir ça dans leur jardin. Donc les paysagistes anglais de l'époque reproduisaient donc ces tableaux dans les jardins. Et notamment, il y avait toujours forcément des rivières, etc. Et Humphrey Repton se moquait beaucoup de ces paysagistes parce qu'ils ignoraient les lois de l'hydraulique et qu'en général, leur jardin partait en vrille assez rapidement à la première inondation, au premier hiver venu. Voilà, c'est un exemple, si vous voulez, de l'ingénierie qui a été déployée par Humphrey Repton dans ses dessins. De la même façon qu'Humphrey Repton avait une science consommée des sols, de la topographie et que les usages étaient distribués de manière extraordinairement intelligente par rapport à toutes ces potentialités du sol, de la topographie, du climat, de l'exposition. Donc on est vraiment dans une vision qui est une vision globale, qui intègre l'économie. Il a travaillé aussi sur les routes, qu'il n'a pas éludé. On en voit une ici un petit peu. Il a travaillé sur les canaux et il a intégré l'ensemble des fonctionnalités, mais dans une connaissance fine et dans une vraie ingénierie alliée, en ce qui le concerne, évidemment, à un talent artistique tout à fait majeur. Alors, je vous ai mis aussi un autre exemple plus proche de nous, très proche même, puisqu'il s'agit d'une photo aérienne du parc de Saint-Cloud. Alors là, évidemment, on est dans un formalisme beaucoup plus grand, mais c'est pareil, derrière la belle image magnifique en ce qui concerne Saint-Cloud, se cache une ingénierie, une connaissance en matière d'ingénierie qui est redoutable. Parce qu'en fait tout ce parc qui a un dessin qui est finalement relativement compliqué répond en fait, a été construit en fonction de l'hydraulique, notamment la présence d'un ancien ru complètement irrégulier et une connaissance fine de la géologie. Parce que la plupart des bassins sont positionnés en fait sur des couches qui sont des couches géologiques argilo-marneuses qui assurent une étanchéité naturelle à toutes ces infrastructures. Et si je vous ai mis cet exemple, c'est pareil, c'est parce qu'il y a une ingénierie territoriale qui est intéressante et surtout, malgré une composition gigantesque, malgré un travail de modelé qui est quand même à grande échelle, on a constamment là-dedans une recherche absolument géniale d'une économie de moyens qui repose, encore une fois, comme dans le cas d'Humphrey Repton, sur une véritable connaissance fine du territoire, de ses potentiels et de ce qu'on peut en faire. Et je pense que, effectivement, quand on regarde cette ingénierie, quand on regarde cette volonté de l'économie de moyens, on peut considérer que l'approche pittoresque uniquement est une erreur de perspective tout à fait regrettable. Et en dernier lieu, je voulais revenir de nouveau sur Richelieu. Donc, je vous ai mis simplement la photo aérienne et en dessous une carte de géologie pour que on puisse voir là encore comment ce territoire a été pensé. Donc, vous avez la ville et le château qui sont situés. Alors, vous voyez la petite zone blanche à côté du point géoportail. Qui est donc le Talweg, qui est une zone sédimentaire inondable. La ville, alors ça correspondrait pas à nos canons, et le château sont dans le Talweg. A priori, il n'y avait pas beaucoup de risque d'inondation, c'est pas non plus un fleuve. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, ce sont des terres qui n'ont aucune valeur agronomique. Et qu'un homme de la Renaissance, enfin du XVIIe siècle en l'occurrence, qui est quand même un peu soucieux de son intérêt économique, et je pense que Richelieu savait faire ça,
n'irait pas construire sur des terres qui ont une valeur agronomique, c'est-à-dire qu'on n'irait pas brûler son capital. Et vous avez, de l'autre côté, vous voyez sur la partie droite de la photo aérienne, correspondant aux couches qui sont en vert, tout le parc de chasse, ce parc de chasse qui est également sur des terres qui ont une valeur agronomique moindre. Et toute la partie gauche de l'image est au contraire une couche géologique qui est différente, qui est en bleu, alors je me souviens plus des légendes, mais qui en tout cas sont des sols qui ont une valeur agronomique extrêmement forte. Donc on voit bien que tous ces territoires, ils ont été conçus pour valoriser au maximum les ressources naturelles, et que c'est ça qui a présidé à leur organisation. Et que là encore, on a une économie de moyens qui est tout à fait extraordinaire et qu'on a perdue. Donc, je pense que la vraie leçon du patrimoine, finalement, elle provient de la redécouverte de cette ingénierie territoriale. Alors du coup, comment prendre en compte, je repose la question finalement, le patrimoine, eh bien je pense qu'il est important de raconter l'histoire des territoires, de sortir de la représentation et de la question de l'image pour entrer dans les usages, les fonctions et puis tout ce qui est le socle de ce patrimoine, c'est-à-dire vraiment ses ressources, ses valeurs agronomiques, ses capacités et de réfléchir à ce qu'on peut faire, à quel endroit et de la manière la plus efficace et la plus sobre possible. Et il est vraiment important, encore une fois, de redécouvrir toute cette ingénierie et surtout une ingénierie qui repose sur un principe absolument remarquable d'économie de moyens. On est aujourd'hui, en 2020, les héritiers de l'aménagement du territoire qui est né dans les années 50. Il y avait un contexte d'après-guerre, tout était à reconstruire. La puissance de l'ingénierie était destinée à pallier et à répondre à une situation d'urgence, que ce soit en termes de logement, d'infrastructures, etc. Mais du coup, c'est vrai qu'on a plaqué des modèles sur les territoires en oubliant les territoires eux-mêmes, qu'on n'a plus assimilé finalement que à du foncier et non pas des sols, et c'est tout le drame. Sans même se poser la question de la topographie d'ailleurs, les modèles se sont appliqués un petit peu lourdement, et on a profité pour ce faire évidemment d'une force mécanique complètement démultipliée. Donc cette économie de moyens, mais en même temps totalement consommatrice d'énergie et consommatrice de ressources surtout, et destructrice de ressources. Donc il est grand temps effectivement de redécouvrir toute cette organisation du territoire, d'autant qu'aujourd'hui, on l'a vu encore dans les épisodes récents dans le sud de la France avec les problèmes d'inondation, etc. On voit bien qu'on est aussi les héritiers de toutes les erreurs qui ont été commises dans cet aménagement du territoire et qu'on ne peut pas non plus vaincre la nature impunément, et que ça génère du risque. Et à cet égard, je pense qu'il est aussi important de se poser la question de ce qui relève de la transition, enfin du changement climatique, et ce qui relève du bilan des politiques. Moi, j'entends toujours parler du changement climatique comme étant la source de tous les maux. Je ne suis pas climato-sceptique, je le dis avant de me faire brûler en place publique, mais néanmoins, il y a quand même beaucoup d'éléments qui ne relèvent pas du changement climatique et qui relèvent bien d'un bilan. Donc il est extrêmement important de se reposer clairement les choses pour avoir un cadre d'action, encore une fois, qui soit efficace, pertinent et honnête. Donc du coup, comment pourrait-on, pour reprendre la question qui était posée, la transition est-elle soluble dans le patrimoine ou inversement ? Je dirais qu'il faut reconsidérer toutes les notions. En réalité, la notion du patrimoine, tout comme la notion de la transition. La notion du patrimoine, donc on l'a vu avec une vraie ingénierie et une mine de réflexion qui est à redécouvrir. Du côté de la transition, c'est sortir aussi d'une vision peut-être étroite de la transition. N'oublions pas quand même que l'objectif, c'est cette question du changement climatique qui est centrale et que la transition énergétique, elle vise à décarboner l'énergie pour lutter contre le changement climatique. Et que la décarbonation de l'énergie, c'est justement cette question de la sobriété et d'une ingénierie qui soit sobre et d'une ingénierie qui repose sur une économie de moyens. Et que ça nous donne des vecteurs d'action qui sont infiniment plus larges que la seule question de la production, qui est nécessaire aussi, mais qui n'est pas le seul vecteur. Donc je crois qu'il est vraiment important de reposer cette question pour pouvoir mobiliser de la transition énergétique et des moyens, parce que le côté positif, c'est qu'en fait, on a tout un vocabulaire, on a toute une gamme d'outils qui existent, qui sont là, qui permettent d'agir,
et qui permettent d'envisager un véritable changement de modèle. Et je pense que c'est vraiment ce changement de modèle qui est à construire en reterritorialisant, et c'est vraiment la clé de tout, c'est reterritorialiser les politiques, parce que, ça a été dit dans une intervention précédente, il n'y a pas une solution, il y a autant de solutions que de territoires, et c'est vraiment important de pouvoir remettre en valeur toutes les solutions qui ont déjà été expérimentées, qui ont produit des résultats, de les adapter bien sûr si nécessaire par rapport aux enjeux actuels, mais on a une palette d'outils qui ne demande qu'à être utilisée et qui est tout à fait exceptionnelle. Simplement, il faut la remettre en avant et repenser peut-être aussi la manière d'aborder la question des territoires pour arriver à ce que toutes ces solutions et ce changement de modèle qui vraiment implique tous les actes de la vie quotidienne puissent être vraiment mis en valeur et utilisés. Voilà, je vais pas insister plus que ça, mais je crois on a des outils, ne nous en privons pas. Voilà la conclusion. Très bien. Il y a quelques questions posées. Merci. Merci Gilles, il y a des applaudissements dans la salle, il n'y a pas énormément de monde donc ça ne s'entend pas beaucoup mais ils sont là. Par contre il y a peut-être aussi des questions et Mégane je propose que tu essayes de nous formuler quelques questions qui viennent du chat. Alors je vais vous dire par vos prénoms. Donc Nicolas a posé la question: pensez-vous qu'il est possible et judicieux de porter des projets de végétalisation dans des quartiers patrimoniaux de villes comme Paris, Lyon ou Marseille, bénéficiant d'une forte protection réglementaire? Alors, écoutez, il faudrait connaître les lieux. De toute façon, sur le principe, oui, je pense que justement, je parlais du partage entre changement climatique et bilan des politiques. L'augmentation des points chauds au milieu urbain relève quand même assez directement et peut-être plus que tout le reste d'une ultra-minéralisation, d'un traitement des sols de plus en plus artificiel. Et donc, effectivement, redonner des sols respirants, remettre de la végétation dans les espaces urbains. Et quand je dis remettre de la végétation dans l'espace urbain, c'est d'abord travailler l'espace public, faire ce qui a été fait là encore une fois à Paris au 19e siècle, où on a créé les conditions pour avoir du végétal. C'est pas juste mettre des arbres en pot qui vont crever dans la foulée. Hein. Donc, bien sûr que c'est nécessaire, mais c'est une révolution qui suppose de repenser là encore fondamentalement la fabrique de la ville et son adaptation. Alors c'est d'ailleurs l'objet de pas mal de plans de paysage dont je m'occupe qui traitent spécifiquement de cette question-là. Peut-être que Mégane, par rapport à cette question, on peut ajouter, on peut peut-être rebondir sur l'idée que à chaque site sa réponse. Et en fait, ce qu'on cherche, c'est à lutter contre la chaleur. Donc la réponse de l'arbre peut être une réponse. Il y a d'autres formes de réponses, des déminéralisations de sol qui jouent déjà un rôle, l'eau qui peut jouer évidemment un rôle dans ce domaine, etc., etc. Donc il y a un panel en fait de réponses et c'est vrai qu'il faut qu'on fasse attention à pas être dans des réponses systématiques d'une certaine manière qui viendraient à nouveau faire perdre les identités dont on parlait ou les personnalités. J'aime bien parler du terme de personnalité de chaque site, de chaque territoire, de chaque ville en l'occurrence. Et on peut renvoyer d'ailleurs à des articles qu'a écrit Sébastien Georgis, par exemple, qui est paysagiste, notamment pour le collectif Paysage de l'après-pétrole, donc dans les publications régulières du Paysage de l'après-pétrole, qui raconte bien, de certaine manière, la diversité des réponses que l'on peut apporter face à l'enjeu du réchauffement climatique dans les villes, qui n'est pas forcément une caricaturale opposition entre la perspective historique que l'on préserve et l'arbre épouvantable qui vient faire de l'ombre, mais qui vient cacher la perspective. Voilà. Voilà, enfin, et puis après, effectivement, là encore, le végétal, c'est pas parce qu'on met du végétal qu'on va avoir une politique intelligente. On peut mettre du végétal tout à fait mal placé, inopportun pour des tas de raisons, parce que c'est pas adapté au sol, parce que c'est pas les bonnes tailles, les bons taxons. Enfin, donc, comment dire, il n'y a pas de solution générique. Hein. Toute mise en œuvre maladroite donne des mauvais résultats. Voilà. Donc il faut encore une fois réintégrer une véritable intelligence de tous ces domaines et l'ingénierie végétale est un élément à prendre en compte à part entière dans une analyse et une équation qui est complexe.
Et on ne peut pas juste s'attaquer à la question du végétal. Effectivement, il y a la question des usages et la question beaucoup d'autres éléments qui interviennent. Nous avons une question de Isabelle Jardin auquel je vais pré-répondre, qui nous demande quand est-ce qu'on parle de projets de territoire actuels portés par les populations pour la transition énergétique, et elle relève que nos ancêtres n'avaient effectivement pas à résoudre nos problèmes avec nos moyens. Donc cet après-midi, on aura premièrement Michel Desvignes, puis on aura les grands sites de France qui travaillent sur des territoires actuels avec Marion Courdoisy, et puis on aura des retours d'action et de recherche avec Joris Mazafon, Noémie Lage et Antonin Balastro, qui parleront de divers projets que nous sommes en train de monter. Avec les paysagistes qui les accompagnent, Michel Pénat et François-Xavier Mousquet, tout à fait. Et alors, je vais me permettre une petite séquence publicité quand même. Vous pouvez aussi aller sur le site Objectif Paysage du ministère de la Transition énergétique, écologique, pardon, dans lequel, c'est un comble, dans lequel vous avez effectivement accès à l'ensemble des plans de paysage qui sont en ligne. Donc c'est assez, je pense qu'il y a une belle source d'ingénierie justement et une diversité de réponses tout à fait intéressante. Très bien. J'ai envie de poser une question moi aussi, si possible, comme ça. En fait, quand même, Gilles, tu pointes quand même qu'on travaille dans un cadre réglementaire qui est pas le bon. Donc on a quand même envie de poser la question, mais alors pourquoi est-ce qu'on change pas le cadre? Alors le cadre il évolue, mais il évolue lentement. Question ingénue, Bien sûr, oui, non, mais tout à fait. Mais effectivement, je crois qu'il faut se rendre compte qu'on a un cadre réglementaire qui est pas forcément le bon, qui est pas figé. Encore une fois. Ta démonstration était claire. Mais il y a effectivement une inertie qui est tout à fait importante. Bon, ça fait partie de voilà des lourdeurs peut-être administratives, et puis aussi quand même je pense que ça révèle quand même une perte, si je puis me permettre, de prise de contact avec les territoires quand même, et je crois qu'il y a une difficulté aujourd'hui quand même à se réancrer dans une réalité protéiforme. Et que du coup ça explique un petit peu aussi la difficulté, la dichotomie entre la réglementation et la réalité territoriale, qui est tout à fait prise en compte dans le cadre de la DGALN en tout cas, puisque l'idée c'est bien de repositionner l'État, c'est porté par notre DGALN, au service des collectivités. Donc je pense que les choses évoluent profondément, et c'est pas seulement une question de réglementation, c'est aussi une question de gestion et d'administration du territoire en fait qui doit évoluer. Donc tout ça prend du temps, mais c'est en cours. Bon, alors écoute, on va rester optimiste là-dessus, mais c'est quand même une question importante. Vas-y, les questions. Donc j'ai une question qui va être de Madame Bru, si je ne me trompe pas, qui peut la poser. Donc j'ai vu qu'elle avait la main levée, puis ensuite je poserai les deux autres questions de Jean-Pierre Thibault et une question sur les outils. Donc, Madame Bru, c'est à vous, si vous voulez poser la question. Je voudrais vous demander, que pensez-vous du patrimoine du quotidien? Ce que je pense du patrimoine du quotidien, c'est que j'en pense qu'il est tout à fait précieux. Il procède absolument de l'ingénierie territoriale que j'évoquais, et de surcroît, pour répondre un petit peu plus largement, l'historique des politiques a introduit une distinction entre les paysages remarquables, on pourrait faire la même chose pour le patrimoine, et un paysage ordinaire ou dit du quotidien, qui sont des appréciations, me semble-t-il, qui sont un peu datées, et que l'objectif est bien d'avoir une approche qualitative et intégratrice partout. J'ai une question de Jean-Pierre Thibault, je cite. Alors, je la lis au complet. Autre tentative d'objectivation. La notion d'encerclement et celle de surplomb, l'une et l'autre développées dans le cadre des avis d'autorité environnementale, notamment dans les Hauts-de-France, où prolifèrent les éoliennes. Est-ce une manière d'approcher la notion de saturation visuelle ?
Alors merci Jean-Pierre de cette question tout à fait embarrassante. Alors la question de ça, oui, alors la notion de surplomb, surplomb. Que pourrais-je en dire? La notion de surplomb a été systématiquement invoquée comme un élément qui était rédhibitoire pour l'implantation de projets éoliens notamment. Bon, c'était une intention louable. De reconnecter l'instruction avec une réalité territoriale, en l'occurrence une dimension topographique. Néanmoins, à la lumière de l'expérience, on voit bien que cette intention reste un principe qui est plaqué artificiellement. Et que, encore une fois, sur la question des surplombs et autres, c'est d'abord une appréciation qui va être au cas par cas par rapport à des enjeux paysagers du territoire et que il n'y a pas de réponse générique. Sur la question de l'encerclement, on l'a traité récemment et de la saturation visuelle. On a traité récemment cette question dans le cadre de la réécriture du guide d'impact de l'éolien terrestre. Là aussi, elle est complexe. Bon, il y a une réalité quand même sur laquelle on s'appuie, qui est simplement une réalité purement physiologique, qui est la question de l'angle de regard visuel, qui est un angle utile, on va dire, au moins de 120 degrés, et une définition sur la saturation qui dit qu'il y a saturation, c'est une définition réglementaire, quelque sorte, lorsque tous les champs de vision sont investis par l'éolien, en l'occurrence. Voilà, donc après, une fois qu'on a dit ça, effectivement, comme je vous parlais, j'évoquais la question de la prégnance, il y a toutes ces questions-là qui viennent parce que un angle, il y a aussi une profondeur de champ. Donc, qui dit une profondeur de champ, dit à partir de quel moment on considère effectivement que c'est un problème ou pas. Vous avez les développeurs éoliens qui vont vous dire qu'au-delà d'une certaine distance, on ne peut plus considérer qu'il y a un champ visuel qui est impacté. Vous avez les conditions météo où on va vous dire que vous avez des conditions moyennes. Alors, c'est un débat qui est en train de revenir en puissance 10 avec l'éolien en mer. Qui dit que l'observation météorologique moyenne fait que le champ de vision va être plus ou moins limité. Enfin, je pense qu'en fait tout ça devrait être traité dans le cadre de stratégie territoriale globale dans lequel on pense les choses en fait. Et que si on veut arriver à vraiment une qualité, il faut arriver à poser ces jalons d'une véritable stratégie territoriale intégrée et qui englobe l'ensemble des enjeux. Autrement, on ne sera toujours qu'à gérer du cas par cas, c'est-à-dire essayer de gérer des situations de crise. Donc peut-être que la prévention est un secret pour améliorer l'acceptabilité des projets et rendre les choses acceptables. Et bien organisées aussi. Merci. Donc nous avons Anne Bourges qui vous remercie de la vision et qui se demande comment faire la révolution. Et puis plus succinctement, nous avons Rawel qui nous demande comment vous évoquez une palette de solutions et d'outils. Lesquels citer? Avez-vous quelques exemples? Alors, comment faire la révolution? Je salue Anne Bourges, elle me connaît, je ne suis pas un révolutionnaire, je ne suis pas a priori... La révolution, continuons le combat. Michel voilà. Pénat derrière l'extrême. Il vous aura pas échappé que j'ai un nom en particule en plus, donc bon, je vais pas aller proposer la guillotine. Hein. Donc non, la révolution, je pense que cette révolution, c'est la révolution territoriale en fait. C'est comment on repart du territoire pour penser l'aménagement, la gestion, la valorisation. Et pas seulement l'aménagement d'ailleurs. Hein. L'acte de non aménager est aussi important de gérer intelligemment. Et donc c'est vraiment territorialisé et c'est arrivé peut-être à ce que il y a bien sûr des objectifs à atteindre, c'est plus la formulation d'objectifs et ensuite laisser, je dirais, la créativité au territoire pour arriver à trouver des solutions qui soient adaptées. Et c'est pas seulement d'ailleurs recréer, parce que ça ne suffit pas, il faut aussi réassocier les populations à cette ingénierie, à cette connaissance territoriale qui malheureusement a complètement disparu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les territoires, on se rend compte qu'il y a une forme d'amnésie générale, hein, c'est pas seulement le fait des territoires, qui frappe l'ensemble des acteurs. Et il est extrêmement important de réacculturer tout le monde à cette réalité territoriale, au fonctionnement des territoires et à la manière dont on peut du coup les gérer intelligemment. Donc la révolution, je dirais, c'est
peut-être déjà vraiment se réapproprier ça, c'est cette connaissance-là, et il y a un vrai travail de formation, de compréhension des notions qui est à faire. Et les outils, du coup, je pense que j'ai répondu indirectement. Je pense que un des chaînons manquants dans ce travail de réacculturation territoriale, c'est de repenser. C'est vraiment la question d'un outil de connaissance qui soit véritablement efficace. Et je pense qu'un des enjeux majeurs, c'est d'ailleurs aussi l'objet d'un des plans de paysage, c'est de repenser le porté à connaissance territoriale, qui reste trop réglementaire ou descriptif et qui n'est pas suffisamment analytique et fonctionnel. Et ça serait vraiment un outil tout à fait exceptionnel que de penser ça. Je tiens à souligner un travail remarquable qui a été fait par le CISDO de Bordeaux, qui justement a fait ce travail de portée à connaissance avec une approche historique, une approche géologique, une approche hydrologique, et on voit bien en fait on réinvente un peu les bonnes vieilles encyclopédies de papa, mais avec des formats plus modernes et plus puissants, et on arrive vraiment à avoir une amélioration de la connaissance qui fait que les décisions sont bien plus efficaces. Et simplement des superpositions de couches cartographiques, on arrive à avoir de la cartographie analytique qui permet de mettre en lumière l'ensemble des enjeux à prendre en compte dans une décision. Donc c'est pas non plus la quadrature du cercle, hein, c'est très atteignable tout ça, me semble-t-il. Mais peut-être que je suis trop optimiste, je ne crois pas. Dans cette discussion, nous avions Katharina, que je salue, qui rapprochait effectivement votre approche, qui la rappelle aux biorégions, et qui peut-être émet un avis sur les outils qui sont bel et bien là, tels que les atlas, les plans de paysage, mais qui n'ont peut-être pas jusqu'au bout de la capacité, car ce ne sont pas des éléments réglementaires. Qu'en pensez-vous? Et peut-être par peur, par les politiques publiques, d'acter et de faire des choix assumés sur ces questions. Et ensuite, je prendrai la dernière question de Bernadette Blanchon. Je vous la dirai juste après. Alors, les outils, les plans de paysage ne sont pas réglementaires. Alors, c'est me semble leur force, parce qu'en fait, on a eu tout à l'heure une intervention donc sur les Hauts-de-France et le patrimoine minier. Et je pense que le réglementaire se concilie difficilement avec l'attachement et l'affectif. Et il me semble que dans ce changement de modèle, il faut réintroduire cette question d'attachement, d'affectif, parce que c'est un des éléments majeurs qui va permettre d'obtenir la bascule intellectuelle et le changement de paradigme. Je ne vois pas un seul plan de paysage qui ait abouti sans qu'il y ait eu justement cette question en fait de l'attachement et de la valeur et du sens du territoire qui a été posée en amont, qui échappe complètement à la réglementation, mais qui est le levier le plus puissant parce qu'elle va redonner tout le sens au sens et les lettres de noblesse aux politiques publiques. Et que le réglementaire, je dirais, il sera toujours temps de le convoquer et de le réinterroger dans un second temps, mais l'entrée réglementaire directement évacue en fait le cœur du sujet qui est bien de se réacculturer, de se réapproprier ce territoire, et aussi je dirais c'est un problème d'amour-propre, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de territoires qui aujourd'hui ont perdu l'amour-propre le plus essentiel en se disant finalement on vaut pas grand-chose, on est un paysage banal ou un territoire banal. Ce qui est la mère de tous les vices, puisque quand on est dans cet esprit-là, eh bien, on n'aura que des politiques médiocres. Donc, encore une fois, je crois qu'il est vraiment, vraiment, vraiment important de recomprendre la valeur des choses. Et justement, toute cette ingénierie, toute cette créativité que j'évoquais tout à l'heure, c'est quand même un moyen d'être fier de tout ce qui a été mis en œuvre sur le territoire. C'est pas de l'esthétique. Forcément, ça peut l'être, mais en tout cas, il y a plus qu'une question d'esthétique. Donc, dépassons l'image pour rentrer dans le cœur du sujet. Quand même, la question est posée la question est posée de l'efficacité de nos politiques publiques. On est, je pense, beaucoup d'entre nous très convaincus par la pertinence des approches de plans de paysage, qui sont des approches de projets à des échelles territoriales, intégrant les dimensions sensibles
et affective des populations à leur territoire. Donc, sur ce plan-là, il n'y a pas de doute, mais il y a une question du passage à l'acte, c'est-à-dire de la concrétisation, qui, encore une fois, je reviens à la question du cadre, c'est-à-dire que, effectivement, on a l'impression qu'on contourne un cadre, un peu, parce qu'il est imparfait, et que, mais quand à un moment il faut y revenir, bah, du coup, le pouvoir, la question du pouvoir, la question de l'efficacité, elle se pose, puisque de fait, les plans de paysage se font dans un cadre qui n'est pas adapté à leur concrétisation effective. Donc, on a cette difficulté du passage à l'acte et de la concrétisation. Oui, donc, enfin, je serais pas si pessimiste que ça, parce qu'en fait, quand on a un projet, quand on a une vision, quand on a une stratégie, et qu'on a un discours et qu'on arrive face à des outils réglementaires ou financiers, hein, d'ailleurs, parce que la question de la structure financière est tout à fait importante, qui est sectorielle, eh bien, on arrive quand même à mobiliser ces outils de façon beaucoup plus efficace, en leur donnant un peu plus de sens, en fait, et en croisant surtout les enjeux. Donc, je pense quand même que le fait d'avoir une vision claire des choses, une vision stratégique, ça permet quand même de dépasser la limite de l'outil réglementaire, de le mobiliser, mais de le dépasser aussi, de le transcender. Mais même dans l'outil plus opérationnel, je pense à par exemple cette question, le fait que la question du paysage soit pas dans les radars du plan de relance, qui n'est pas réglementaire, qui est opérationnel, qui met de l'argent sur les territoires, etc. On a quand même un risque de politique de guichet, de politique justement, j'allais dire de politique un peu, d'opération un peu objet comme ça, sans la cohérence territoriale. La cohérence territoriale est offerte par des programmes d'action qui sont des plans de paysage. Il y a quand même cette réalité-là. Le plan de relance ne parle pas de paysage. Alors, le plan de relance, quand même, parle de paysage, puisque nous sommes quand même sollicités sur le sujet. Alors, peut-être pas à la hauteur des espérances que tu pouvais avoir, Bertrand, mais néanmoins, il n'est pas oublié. Donc, dans le plan de relance, la question du paysage est bien présente. Après, je dirais plus largement pourquoi le paysage est si peu présent quand même dans les territoires et dans les politiques publiques. Je pense qu'il y a quand même un vrai problème dans la manière dont on évoque cette notion. Quand on parle du paysage, on parle quand même globalement, c'est ou esthétique ou empêchement d'agir. C'est quand même pas encore complètement acquis partout que le paysage puisse être un outil extraordinaire pour arriver à avoir justement une efficacité accrue des politiques publiques. Donc il y a quand même un problème dans la manière d'aborder cette question et dans la manière de la présenter effectivement aux décideurs. Que ce soit les décideurs territoriaux à des niveaux plus élevés. Donc là-dessus, et on est dans une école du paysage tout à fait prestigieuse, donc je pense que c'est vraiment aussi dans les écoles et dans la façon dont on va former les professionnels, qui est votre mission tout à fait noble, il y a aussi des enjeux à réfléchir à ces questions, parce que on peut accuser les décideurs publics de tous les maux, mais je pense aussi qu'il y a un travail de réflexion, je le dis très sincèrement, du côté des professionnels, et que tant qu'on n'aura pas abordé l'ensemble de ces champs-là, pour reposer un petit peu les questions de manière concrète, audible et intelligible par les décideurs, eh bien, on aura toujours une défiance qui sera un handicap. Mais je crois que tu l'as très bien dit, il y a une dimension d'ingénierie territoriale, je reprends le terme que tu as employé, qui est de fait essentielle à intégrer effectivement dans les formations, dans les capacités, capabilités, j'allais dire, prendre l'expression de haute capacité, voilà, des professionnels, tout à fait, c'est tout à fait vrai. Il y a quand même une question aussi sémantique, hein, qui est le fait que culturellement, puisqu'on est sur les questions patrimoine et culture, il faut reconnaître que globalement on n'est pas très musclé, je parle de façon globale, hein, la société dans laquelle on vit n'est pas très musclée sur la question culturelle du paysage, donc il y a aussi tout un champ de la sémantique, hein, du mot paysage, qu'est-ce qu'il recouvre, comment est-ce qu'il peut recouvrir plus que ce à quoi on le réduit en général, et puis effectivement de la communication, j'ai envie de dire, en tout cas de la sensibilisation, de la vulgarisation au bon sens du terme, de cette question pour qu'elle infuse de façon explicite les champs jusqu'aux populations du quotidien, on va dire, hein, et non pas simplement de façon implicite. C'est-à-dire qu'il y a un travail énorme, effectivement, que nous on fait aux professionnels pour arriver à passer de l'implicite à l'explicite, c'est-à-dire que les populations ont des sensibilités au paysage, mais il faut arriver à les exprimer
pas simplement de l'ordre de l'impression, il faut qu'à un moment que ça passe à l'expression. Et ça, c'est un travail, c'est notre boulot quelque part, mais il y a un boulot plus de fond, quoi, un boulot culturel, plus de fond à mener, qui dépasse les opérations de chacun dans son monde, qui sont à chaque fois des piqûres d'acupuncture, si vous voulez. Exactement. Puis après, il y a quand même une modification assez radicale aussi des compositions sociologiques. Aujourd'hui, les populations bougent. Combien de personnes finalement vivent dans un territoire qu'ils connaissent? Pas forcément beaucoup. Donc il y a tout un travail aussi quand même assez important. Et même d'ailleurs quand on connaît son territoire, on ne le pratique que d'une façon finalement relativement limitative. Donc on n'a pas forcément cette connaissance. Donc il y a vraiment un travail culturel à faire. Très important. Je pense que la communication est nécessaire. L'ingénierie aussi pour aller au-delà de l'image, parce que quand on voit la question de l'expression de la sensibilité parmi les populations locales, en fait, c'est beaucoup de l'ordre du souvenir, évidemment, de l'expérience personnelle, d'un attachement à tel ou tel élément un peu emblématique, mais au-delà de ça, la compréhension du sens des choses, de pourquoi c'est fait, à quoi ça sert et quel service ça rend, et comment ça contribue à un développement ou à un équilibre territorial, là, c'est une grande page blanche. Donc, je crois qu'il faut vraiment aller au-delà. On en revient à l'image que j'évoquais tout à l'heure des paysages dans le train, qui était l'outil de promotion de la politique touristique des années 30. Voilà, il faut sortir de ce modèle-là. Tout à fait. Je vous laisse 30 secondes pour répondre aux 2 questions de Bernadette Blanchon. Et après, on changera. De toute façon, il y aura encore des séances de débat, notamment à la fin de la journée où il y aura plus de temps. Bernadette nous demande, est-ce que la décentralisation, et notamment le pouvoir des maires, n'est-il pas aussi un frein? Elle pense notamment à la spéculation sur la cité-jardin et de la butte de Rouge, pardon. À Châtenay-Malabry. Voilà. Quel levier reste-t-il quand même les responsables veulent la destruction d'un patrimoine paysager ou architectural, je suppose? Et pourtant, elle appuie bien que le nouveau PLU propose même, lui, de détruire cette butte rouge. Et pourtant, on est bien dans un territoire, dans un patrimoine ordinaire, autant paysager qu'architectural, avec un fort attachement des habitants qui est complètement nié. Voilà, elle doute que ça soit réglé aujourd'hui, mais elle pose la question. Bon, en 30 secondes, en tout cas, moi, j'aurais pas de réponse. Alors, si, je vais apporter une réponse quand même. N'oublions pas quand même qu'il y a, comme tout citoyen, a la capacité à voter. Voilà la réponse que je ferai. Et je pense que le paysage est un projet politique et qui doit être traité dans le cadre politique aussi. Et citoyen, donc. Et on a juste quelques questions qui sont assez intéressantes sur la question, faut-il donc réserver le paysage aux paysagistes? Quelqu'un propose peut-être qu'alors qu'il faut réserver uniquement aux paysagistes, ou bien, puisque les ingénieurs, les exploitants, les habitants intègrent peu cette notion. Et puis, pareil, Nicolas Casabac, qui interviendra cet après-midi, dit que les plans de paysage sont très intéressants, cependant, peut-être qu'ils n'arrivent pas toujours à s'imprégner des dynamiques locales, notamment lorsque des bureaux d'études, qui sont parfois complètement mélangés, et intègrent peu les habitants du territoire, ou alors des bureaux d'études qui sont notamment peu ruraux et comprennent peu les enjeux ruraux. Si je me bon, eh ben, donc la réponse est donnée par cette dernière observation. Je crois effectivement que l'augmentation des échelles d'intervention et l'augmentation des champs de compétences qui doivent être pris en compte pour avoir des projets intelligents suppose une vraie transdisciplinarité. Donc aujourd'hui, je pense que c'est le croisement des compétences qui est important. On travaille beaucoup avec la Fédération des PNR sur les ateliers des territoires dans lesquels le principe est de mettre des étudiants en fin de formation d'écoles complètement différentes à travailler sur un territoire. Et on voit que le travail reste à faire parce qu'il y a toujours un temps difficile de dialogue et d'acculturation entre des formations différentes. Donc je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir simplement une compétence, il faut arriver à croiser ces compétences et désectoriser tout en fait. Très bien, merci beaucoup Gilles.